Alors donc nous commençons aujourd'hui le 3e cours, le cours de logique, et nous entamons par le fait même la première partie de la philosophie. Nous avons distingué 4 grandes parties en philosophie, une partie qui était comme un préambule, à savoir la logique, et 3 grandes parties qui sont comme 3 rameaux d'un arbre, aurait dit Descartes, qui sont la philosophie spéculative, la philosophie morale, la philosophie du faire. Comme ce n'est qu'un rappel, je ne m'attarde pas. Et donc aujourd'hui, en un seul coup, on va essayer de brosser un panorama sur la logique. On va procéder en 3 parties. D'abord, qu'est-ce que c'est que la logique? On va voir que c'est une espèce de boîte à outils, la boîte à outils de la raison. Deuxièmement, nous allons voir les 3 grandes parties de la logique. Et enfin, nous ferons une espèce de survol en haute altitude de la logique à partir de 2 petits points, pour essayer de l'appliquer concrètement. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est que la logique? Alors, il faut partir d'une expérience toute simple mais fondamentale qui est la suivante. Nous naissons, NAIS, nous naissons corporellement désarmés. Nous naissons même nus et désarmés. C'est une expérience caractéristique de l'homme. Tout le monde connaît le livre de Desmond Morris, Le singe nu. Ce qui caractérise l'homme, dit-il, c'est que l'homme est un singe, mais contrairement au singe, il est nu. Il est nu et désarmé. Un petit enfant qui naît n'a rien pour se défendre. Et plus profondément, l'homme, contrairement à l'animal, naît sans aucun instinct. Ou plus précisément, il naît avec 1 ou 2 instincts, en l'occurrence l'instinct de succion. C'est important pour qu'il puisse manger. Il y a des mauvaises langues qui disent que celui qui fume garde derrière lui, dans cette tête, l'instinct de succion. C'est pas très gentil. Mais donc, l'homme naît avec l'instinct de succion, qui disparaîtra assez vite, et c'est le seul instinct qu'il a. Ce qui veut donc dire que l'homme naît, comme on dit, comme une table rase. Il n'y a rien. L'animal, lui, il a plein d'instincts. C'est tout ce que nous montre l'éthologie. Sauf que, c'est vrai, je disais dans un article de psychologie, quelque chose d'intéressant. Ils ont fait l'expérience que l'enfant, quand il est tout petit, donc dans les premiers jours, répond par un sourire à une stimulation très particulière qui est sur un fond blanc, mais 2 points noirs, 2 pastilles noires. L'enfant répond par un sourire et ils se sont rendus compte que ça correspondait aux 2 yeux de la mère. Mais comme malheureusement, c'est un instinct qui disparaît assez vite, celui de sourire quand on voit 2 yeux. C'est dommage. Donc, c'est important de se rendre compte que l'homme, aussi bien en son corps que dans son âme, on parlera des distinctions là après, naît sans aucune prédétermination, sans aucune espèce donc d'instinct ou de capacité. Ce qui veut donc dire que l'homme est un être qui a besoin d'être cultivé. D'être éduqué. Et c'est valable aussi bien pour le corps de l'homme, il faut qu'il se fortifie, il faut qu'il soit protégé par la maman, par le papa aussi. Et c'est aussi valable du point de vue de son intelligence. L'intelligence de l'homme doit être éduquée. Si je naissais avec, je sais pas moi, comme un petit animal, je saurais déjà ce que j'ai à faire. On n'a pas à apprendre au petit veau à marcher, c'est spontanément qui va apprendre à se mettre sur ses pattes. L'homme, il doit apprendre à marcher. Il y a plein de choses. Et derrière tout ça, c'est tout le débat sur la nature et la culture qui se profile. Est-ce que l'homme n'est qu'un être qui doit se cultiver, ou est-ce qu'il y a un fond de nature, etc. Alors la réponse à ce débat, qui est un débat qui agite la philosophie depuis des siècles, il est assez simple. Il est vrai que l'homme est un animal acquis. C'est sa caractéristique. Reste que, il est acquis, mais on ne cultive pas un champ n'importe comment. Et de même qu'on ne cultive pas un champ n'importe comment, un homme ne peut pas se cultiver n'importe comment. Et la nature de l'homme doit pouvoir être éduquée en fonction de ce qu'il est. C'est très important donc de noter que c'est vrai que la culture fait l'homme, mais la culture de l'homme se greffe et doit prolonger
sa nature. On ne fait pas pousser n'importe quoi dans un champ. Je dirais qu'il y a comme une jachère pour l'homme aussi. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, partons donc de ce constat très général, mais extrêmement capital, qui est que l'homme doit tout acquérir, ce qui fait en même temps que vous vous rendez compte que l'homme est quelqu'un d'extrêmement vulnérable. Cette capacité à tout acquérir, il y a une vulnérabilité profonde. On pourrait presque définir l'homme comme un animal vulnérable, beaucoup plus que l'animal. L'animal, il naît avec des griffes, avec des serres, avec plein de choses. C'est pas le cas de l'homme. Alors, cette vulnérabilité va nous permettre de découvrir pourquoi est-ce qu'on a besoin de la logique. Et pour ça, pour être plus précis, il faut considérer deux expériences. Deux expériences qui sont communes et tout à fait fondamentales. Alors, la première expérience dans la croissance de la raison, donc dans l'éducation de la raison, c'est, et qui est tout à fait déterminante, c'est le langage. On se rend compte que le petit enfant va acquérir un langage. D'ailleurs, vous connaissez l'étymologie du mot enfant. Enfant, ça vient de infans. En latin, forfari, ça veut dire parler. Étymologiquement, l'enfant, c'est celui qui ne sait pas parler. Et l'enfant, donc, doit apprendre à parler. C'est ce qui caractérise l'enfant. Qu'est-ce que c'est que le langage ? Alors, il traîne beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce que nous enseigne la linguistique contemporaine, notamment depuis Ferdinand de Saussure, pas de chaussures, de Saussure, c'est que le langage a pour fonction de désigner la réalité. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Le langage a pour fonction de désigner la réalité. C'est notamment ce que nous dira, par exemple, un Jacques Lacan. Vous savez, le fondateur de l'école française de psychanalyse. Il dit, c'est une belle formule d'ailleurs, il dit, l'homme est un par-l'être, un être doué de parole, par-l'être, P-A-R-L-E-T-R-E, un être doué de parole. Est-ce que c'est vrai que la fonction du langage, c'est immédiatement de désigner la réalité du genre rouge? Est-ce que rouge, le mot rouge, désigne la réalité rouge? Eh bien, contrairement à ce qu'il apparaît, et ce qu'on nous dit aujourd'hui, non. La première fonction du langage, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un peu court de dire ça, pourquoi? Parce qu'en fait, entre le langage et la réalité, il y a un intermédiaire qu'on oublie toujours et qui est capital. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le concept, ou l'idée, si vous préférez. Donc la véritable structure de base, c'est le mot qui est signe du concept, de l'idée. Vous allez voir que c'est important. Et l'idée elle-même qui est signe de la réalité. Concrètement, ça veut dire quoi? Quand je prononce le mot arbre, le mot arbre ne renvoie pas immédiatement à la réalité. Le mot arbre énonce ce que j'ai compris de l'arbre, ce que j'ai pensé, et ce que j'ai pensé, ça renvoie à ce que je connais qui est extérieur à moi, à savoir l'arbre qui est en face de moi. Mais il est très important de faire cette distinction. Alors, c'est pas du tout arbitraire. Ceux qui ont des enfants en ont fait l'expérience. Du genre, on voit je me rappelle mon petit filleul montrant une plante, et on voit très bien qu'il sait ce que c'est que la plante, il désigne, et puis il cherche son mot. Je sais pas moi, Shabada. C'est un Shabada. Ah oui, c'est vrai, c'est un Shabada. Et on voit bien qu'il cherche le mot. Il a l'idée en tête, il y a la réalité qui est en face de lui, et il n'arrive pas à trouver le mot. Ce qui montre bien que ce qui est premier dans sa tête, c'est pas le mot, c'est l'idée. Et l'idée après ça, après l'idée, on va chercher un mot pour désigner. Alors c'est très très important. C'est très important, par exemple, pour la question de savoir si, pour la question de la multiplicité des cultures, par exemple. On va dire, c'est vrai que le mot arbre n'est pas le même en français, en beloutchistanais ou en sanskrit, j'imagine. Hein, c'est pas le même mot dans différentes langues. Est-ce que pour autant, parce que le mot arbre est différent dans différentes langues, pour autant, est-ce que le concept arbre, donc ce que c'est qu'un arbre, est-ce que c'est différent? Eh bien non. Même si les mots sont différents, le concept arbre lui-même, lui,
est identique. Ce que conçoit l'intelligence est identique et même. Je reprends, c'est très très important ça, parce que on baigne généralement dans une espèce de ce qu'on appelle le culturalisme, c'est-à-dire une pensée, on imagine que toutes les cultures sont différentes, il n'y a rien de commun. C'est vrai, en partie. Tous les mots sont différents, et c'est vrai que les langues sont différentes. Depuis Babel, on en sait quelque chose. Mais au fond, nous appartenons tous à la même nature humaine. Et l'intelligence est commune à tous les hommes. Et le propre de l'intelligence, c'est justement d'énoncer des concepts. La nature humaine, donc, est quelque chose de parfaitement universel. Et même s'il y a une diversité au niveau des langages, la culture va atteindre la diversité des langages, c'est vrai. Reste qu'il y a comme une universalité. Même s'il y a une multiplicité de langages, il y a une universalité qui touche l'intelligence et qui touche donc la vie de l'intelligence, à savoir les concepts. Bon, c'est juste une parenthèse pour vous montrer l'importance de ces distinctions. Donc, la structure de base, c'est mot, signe du concept, signe de la réalité. Entre parenthèses, pour les chrétiens qui sont ici, on a comme une garantie dans la foi de ce que l'intelligence produit un concept qui est d'ailleurs différent du mot. C'est que l'exemplaire même, le modèle même du concept, et le concept se dit d'ailleurs en latin verbe, verbum, c'est que Dieu lui-même, Dieu le Père en l'occurrence, produit un verbe, engendre, comme on dit, un verbe, et donc ce verbe c'est le Fils. Et donc cette activité, cette fécondité même de l'intelligence qui produit un verbe qui sera signifié par un mot extérieur, a comme premier exemplaire, comme premier modèle, la fécondité même d'un verbe en Dieu. C'est ce qui montre que le propre de l'intelligence c'est d'être fécond, c'est de produire quelque chose. Bon, c'est juste une parenthèse pour vous montrer que ça a même une importance en théologie. Bien, ayant dit cette première expérience, qui est l'intelligence produit des concepts, il y a une deuxième expérience aussi importante, qui est que on n'acquiert pas les concepts dans n'importe quel ordre. On n'acquiert pas les concepts dans n'importe quel ordre. Donc, deuxième expérience fondamentale, l'expérience d'un ordre entre nos concepts. Reprenons l'exemple de l'enfant. On a dit donc l'enfant acquiert un langage. C'est vraiment sa première expérience, et que ce langage est signe d'une vie intérieure, la vie de son intelligence. Maintenant, l'enfant donc pose des concepts, mais comme on disait dans le premier cours, pas n'importe comment. Un enfant ne va pas d'abord commencer par vous parler d'eucalyptus, il va d'abord commencer par vous parler de fleurs. Il y a donc un ordre. J'ai jamais vu un enfant commencer à 3 ans à vous faire un exposé de relativité générale. Je suis d'accord que Enrico Fermi, qui était très brillant un jour, à 10 ans, entend dans une conversation deux adultes qui disent « Ah, la formule du cercle, c'est x2 plus y2 égale A, égale une constante. » Il dit « Ah, c'est très intéressant. » Il avait 10 ans, hein. « Ah, c'est très très intéressant. » Et dans sa tête, il s'est mis à redémontrer la formule, il a démontré ça à 10 ans. Bon, il y a des espèces de grosses têtes comme ça, tout à fait exceptionnelles, bon. Mais c'est pas vraiment la majorité des gens. Ça serait un peu traumatisant pour nous. Mais, en général, donc, on procède quand même, on commence d'abord par apprendre 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, pour après ça faire du calcul tensoriel, ou je sais pas, faire la mathématique de haute volée. Mais donc, on procède par ordre. Et l'ordre que nous avons vu la dernière fois, c'était, on va du plus universel au moins universel. Et donc, ce que je veux seulement vous montrer, il y a un ordre dans l'intelligence. Très important. On ne procède pas n'importe comment quand on veut avancer. Par exemple, si je veux, je sais pas moi, je pense à une encyclique qui dit « le communisme est pervers ». Pour savoir que pour dire que le communisme est pervers, il faut d'abord que je sache ce qu'est le communisme et ce que veut dire pervers. Je ne peux pas dire que le communisme est pervers si je ne sais pas ce que veut dire pervers, ce que veut dire communisme.
peu importe si c'est vrai ou si c'est faux, hein, c'est pas la question. Si je veux dire que l'or est synthétisé dans les supernovas. Bon, on dit ça en astronomie, par exemple. Pour démontrer ça, il faut d'abord que je sache, si je vous dis ça, il faut d'abord qu'on sache ce que c'est qu'une supernova. Deuxièmement, savoir ce que c'est que de l'or. Et troisièmement, savoir ce que c'est qu'une synthèse. Et si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est qu'en effet, vous ne savez pas ce que c'est que... Et donc, ça montre bien qu'il y a un ordre. Avant de commencer à vous parler de la nucléosynthèse des noyaux lourds au sein des supernovas de classe 2, bon, très intéressant, il faut d'abord que je vous dise ce que c'est qu'une supernova de classe 2, etc. Donc, il y a bien un ordre dans les choses. Et justement, on arrive enfin à ce qu'on veut dire, c'est le propre de la logique que de nous aider à mettre de l'ordre. Enfin, voilà. Le propre de la logique, c'est de nous aider à mettre de l'ordre dans les concepts. Vous vous rappelez qu'on a dit que l'homme naît avec un corps désarmé. Et que je sache, un corps pour petit à petit acquérir ses capacités, il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il ait comme une gymnastique. Il faut qu'il ait une gymnastique selon un certain ordre. Eh bien, pour l'intelligence, c'est la même chose. On pourrait dire que la gymnastique est au corps ce que la logique est à l'intelligence. Le but du bon footing que vous faites le matin, ou bien etc., pour vous mettre en forme, eh bien, pas à la place, mais à côté du petit quart d'heure de footing, on fait un petit quart d'heure de logique. Et le propre donc de la logique, c'est de nous apprendre petit à petit, alors je vous appâte quand je vous dis ça, parce qu'on va en faire un tout petit peu seulement, hein, mais pour vous montrer que la logique, c'est, on a besoin, notre intelligence, comme elle naît de façon toute indéterminée, comme notre corps il naît de façon toute indéterminée, de même que notre corps a besoin d'un entraînement pour pouvoir déployer ses virtualités, ses capacités, il va falloir aussi, pour que l'intelligence donne sa pleine mesure, qu'elle procède avec ordre grâce à cette gymnastique intérieure qui s'appelle la logique. C'est ça l'intérêt de la logique, c'est donc de nous mettre en forme. Alors, il est vrai que, en fait, la logique devrait être quelque chose de naturel à nos intelligences. En fait, on ne devrait pas faire de la logique. On devrait naturellement procéder avec ordre. Ça, c'est vrai. Mais, comme on disait aussi, le problème, c'est que nos intelligences sont marquées. Elles sont blessées. Blaise Pascal l'a dit en une belle formule que tout le monde connaît, hein. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Oh, combien on vérifie ça. J'imagine que la première réaction qu'on a eue en face du texte, c'est ça m'intéresse pas, j'aime pas. Le plus souvent, on veut dire la première réaction qu'on a d'abord en face de quelqu'un, c'est j'aime pas. Il raconte quelque chose et ouais, c'est pas mal, mais de toute façon, comme elle n'est de travers, ce qu'il raconte, c'est pas forcément bien. Puis il y a une tête qui me revient pas, c'est comme ça. Et c'est amusant de voir qu'il y a une espèce d'oblitération, d'occultation permanente de l'exercice de notre intelligence par notre affectivité. Et ça veut dire tout le monde en fait l'expérience. Vous êtes à la télévision, c'est la campagne électorale, toute espèce d'allusion à quelque chose qui se passe actuellement tout à fait fortuite. Vous voyez quelqu'un qui paraît devant vous, remarquez votre première réaction. La première réaction n'est pas « Ah, il va me dire quelque chose, je vais écouter ». Ah, encore lui, c'est pas possible, c'est une espèce de tête de je ne sais pas quoi. 3 points de suspension. On n'écoute pas. Ce qui réagit, c'est notre affectivité. Et l'exercice de notre intelligence est bloqué. Alors que, justement, et d'ailleurs c'est d'abord ça l'exercice de la logique. Logique, ça vient du grec logos. Un logos qui veut dire raison. Et contrairement à ce qu'on dit habituellement, c'est pas Aristote qui a inventé ce mot-là, ce sont les stoïciens. Juste pour les érudits, je dis ça. Hein. Mais donc, la logique, c'est l'art qui permet d'exercer la raison. Hein. C'est proprement ça, puisque logos veut dire raison ou discours. Hein. C'est l'art qui met en ordre la raison. Alors donc, la logique devrait faire en sorte que, au lieu de réagir d'abord avec notre affectivité, nous réagissions, comme des animaux raisonnables que nous sommes tous, avec notre raison. En général, on ne réagit pas comme des animaux raisonnables, on réagit comme des petits animaux tout court.
Alors, donc, la logique est nécessaire d'abord parce que notre affectivité réagit, et puis j'en reparlerai pour une deuxième raison aussi, c'est que, on l'a dit, mais c'est toujours important de le répéter, l'hyperprolifération de l'activité imaginative, qui est notamment développée par la mathématique, par l'informatique, etc., fait que l'exercice de la raison est difficile, il est biaisé. Je le développerai si ça vous pose question. On conclut donc, la logique, c'est un art. Très important, ça. S'il y en a qui, parmi vous, en terminale ou ailleurs, ont fait la logique, bien souvent, ils ont eu l'impression que la logique, c'est d'abord une science. La logique, c'est d'abord des choses qu'on apprenait. On faisait du calcul des propositions, on faisait du calcul de classe, ou je sais pas quoi. Or, c'est pas d'abord ça. La logique, c'est un art, c'est l'art de mettre de l'ordre dans son intelligence. Et un art, ça sert. L'art culinaire, c'est pas seulement... On a des beaux bouquins d'art culinaire dans sa cuisine, mais en général, quand on l'ouvre, il y a plein de taches de graisse, parce qu'on les utilise. Bon, j'espère. Eh bien, c'est ça. La logique, c'est fait pour servir. Et c'est un peu le contraire des Pylvondaires, veut dire, ça ne s'use pas seulement si on s'en sert. C'est ça l'intérêt. Et donc, la logique, c'est fait pour servir. Et Dieu sait qu'on en manque. Et donc, la logique est au service de la vérité. Un art au service du vrai. Parce que l'intelligence, sa finalité, c'est le vrai. L'intelligence est faite pour le vrai. Elle n'est pas faite pour douter. Elle est faite pour servir la vérité. Pourquoi c'est important? Parce que vous parlez, et vous parlez pour dire quelque chose. Pour dire quoi? Pour énoncer des vérités. C'est tellement important. Il y a tellement de gens qui parlent pour ne rien dire. On ne sait même pas ce qu'ils veulent dire. Alors que la parole est quelque chose d'extraordinairement noble. La parole est donnée à l'homme pour dire des vérités. C'est tellement important. Je ne peux pas résister à vous dire une petite parole théologique, mais c'est la belle parole de Saint Jean de la Croix qui dit « Dieu n'a dit qu'une seule parole, et il l'a dit dans un éternel silence ». Ça nous montre la noblesse de la parole. Dieu n'a dit qu'une seule parole, mais elle retentit pour l'éternité. Donc pour vous dire que la parole a une noblesse unique. C'est ce qui distingue vraiment l'homme de l'animal, c'est sûr. Mais sa noblesse vient de sa finalité qui est le service du vrai. Et ayons conscience de ça. Mesurons les paroles que nous disons. Hein. Alors donc on peut conclure aussi sur ce qu'est la logique et sur ce que la logique n'est pas. La logique, donc, est un art qui met de l'ordre dans la raison, mais ce qu'elle n'est pas, d'abord, elle n'est pas une grammaire. Pas une grand-mère, une grammaire. Pourquoi? Parce que la grammaire s'intéresse aux mots. Alors que la logique ne s'intéresse pas d'abord aux mots, mais aux concepts. Et on se rappelle que les mots sont les signes des concepts. Tout à fait différents. Ça, c'est la grande erreur de la logique de Port-Royal, avec laquelle s'est bagarré Pascal. La logique de Port-Royal s'imaginait que la logique était une grammaire. Deuxième chose, c'est une erreur qu'on trouve dans un petit livre qui s'appelle L'être un ami. La logique n'est pas la dernière partie de la philosophie. C'est la première. Donc il faut commencer par faire la logique quand on fait de la philo, pour mettre de l'ordre dans ses idées. Troisièmement, on l'a vu, la logique, c'est une science, c'est pas une science, pardon. La logique n'est pas une science. La logique, c'est donc, comme je vous disais, c'est une boîte à outils. C'est d'abord pratique. La logique, c'est d'abord quelque chose de pratique. Et puis, si ça vous intéresse, j'en dirai un petit mot dans les questions. La logique dont on parle, c'est pas la logique mathématique. C'est la logique que l'on dit classique. Le mot fait allusion à la querelle des classiques et des modernes, ça fait un peu démodé, hein. Mais en tout cas, c'est pas la logique formelle. C'est d'abord une logique extrêmement concrète qui peut nous servir tous les jours. C'est pas une logique formalisée qui peut servir éventuellement pour les computers. Donc, nous avons une petite idée maintenant de ce que c'est que la logique. Et en tout cas, sa fonction. Deuxièmement, très rapidement, les trois parties de la logique. Alors je vous rappelle que nous avons vu que la logique a pour but de mettre de l'ordre
dans l'opération de la raison humaine. On a vu que la raison humaine était naturellement démunie et que pour autant, la logique venait pour mettre de l'ordre. Or, l'intelligence humaine a 3 grandes opérations. Comme dirait le philosophe du bourgeois gentilhomme, la première, la deuxième et la troisième. La première qui est, on pourrait l'appeler, c'est pas très bien nommé, mais ça vous parlera plus, l'intuition. L'intuition, c'est en fait l'abstraction, pour être plus précis. L'abstraction, ça serait plus précis. Deuxième opération, le jugement. Troisième opération, le raisonnement. La première opération, par l'abstraction, nous obtenons des concepts. C'est le b.a.-ba, il faut d'abord que j'ai des concepts. Exemple, rouge, table, arbre, homme, beau, intelligence, n'importe quoi. Donc des concepts. Mais ça suffit pas. Si je disais simplement, je faisais un cours en disant rouge, vert, chaise. Bien, ça serait pas mal, mais ça serait un petit peu court quand même. Il me semble que ça ne mettrait pas beaucoup d'ordre dans nos intelligences. Alors qu'est-ce que je vais faire pour avancer un peu? Je vais composer mes concepts. Je peux dire rouge et mayonnaise. C'est pas très heureux comme composition, mais je compose mes concepts et en l'occurrence, je vais poser des jugements. Un jugement est une composition de concepts. L'homme est mortel. J'ai le concept d'homme, j'ai le concept de mortel. J'énonce en un jugement, l'homme est mortel. Mais je peux me poser la question, l'homme est-il mortel? Je pose ce jugement, ça n'a rien d'évident. Si je pose la question, est-ce que l'homme est mortel? Il y en a qui soutiennent que l'homme est immortel. Il ressuscitera. Et donc, me posant la question, est-ce que l'homme est mortel? Si je veux montrer le jugement que je viens de donner, qui est l'homme est mortel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser un raisonnement. Troisième opération. Je répète. Si je veux démontrer le jugement que j'ai posé, exemple, l'homme est mortel, je vais poser, pour le démontrer, un raisonnement qui établira le jugement. Par exemple, je dirais, l'homme est composé d'un corps. L'homme a un corps, or le corps est corruptible, donc est mortel, donc l'homme est mortel. Voilà un raisonnement tout simple. Oui, exemple de raisonnement. L'homme a un corps, ou est un corps, or le corps est mortel, expérience courante me semble-t-il, donc l'homme est mortel. De manière analogique, vous vous rendez compte que la distinction abstraction, jugement, raisonnement copie de loin la distinction grammaticale mot. Donc il y a une analogie entre la distinction logique abstraction, jugement, raisonnement avec la distinction grammaticale mot, phrase, paragraphe. On passe du plus simple au plus complexe. Mot, phrase, paragraphe. La définition, ça n'atteint que des mots. Le jugement, ça atteint une composition de concepts. Et enfin, le raisonnement va montrer
la raison pour laquelle j'ai uni deux concepts. Très important à marquer ça. Donc j'ai un jugement, et le raisonnement va montrer la raison pour laquelle je peux unir les deux termes. Je dis l'homme est mortel, je dis par exemple l'homme est libre. Il faut le démontrer ça. Et pour ça, je vais montrer quelque chose qui unit les deux termes, l'homme est libre. Dans le texte de tout à l'heure, pour démontrer que l'ange meut la volonté de l'homme, j'essaie de trouver quelque chose qui était commun. En l'occurrence, l'ange meut la passion, la volonté mue par la passion, donc l'ange meut la volonté. Alors, faisons encore un pas. Puisqu'il y a trois opérations de l'esprit, il va donc y avoir trois grandes parties en logique. Puisque la logique a pour but de nous aider dans ces opérations, trois grandes parties qui vont être comme trois sortes d'instruments pour poser ces opérations. Alors pour la première opération, ça va être la logique de la définition. Première chose que nous apprend la logique, c'est à définir. Parce que les concepts, le but quand on est en face d'un concept, c'est de définir le concept. Deuxièmement, face au jugement, la logique va nous apprendre à bien énoncer les choses. Ça va donc être l'énonciation. Justement, quand je vous disais Z décolore la mayonnaise, c'est un jugement qui n'est pas tellement très heureux. La logique nous apprendra à bien énoncer les choses. Puis troisièmement, la logique va nous aider à bien poser des raisonnements, et l'instrument sera, pour nous aider à ça, l'argumentation. Donc il y a trois instruments logiques qui sont la définition, l'énonciation, l'argumentation. Par parenthèse, d'ailleurs c'est intéressant, ces trois opérations répondent aux deux questions posées par l'enfant. Vous savez qu'un enfant, c'est Jean Piaget, le grand psychologue de l'intelligence qui notait ça, il y a deux grandes questions de l'enfant, qui sont qu'est-ce que c'est, pourquoi. Et Piaget disait que les parents savent quelque chose, que l'enfant pose ces questions-là jusqu'à 80 fois par jour. C'est une moyenne. Donc ne vous étonnez pas, pourquoi quoi. Qu'est-ce que c'est, pourquoi? Alors à la question qu'est-ce que c'est répond la première opération de l'esprit. Quand on demande qu'est-ce que c'est, on répond par quoi? Par une définition. Et à la question pourquoi répondent la deuxième et la troisième opération de l'esprit. L'homme est mortel. Bon, j'énonce. Mais pourquoi l'homme est mortel? Pourquoi ne serait-il pas immortel? C'est de répondre. Et notez aussi, c'est important, que la finalité de l'intelligence n'est pas dans la troisième opération de l'esprit, mais dans la deuxième. Le but de l'intelligence, c'est pas d'abord de raisonner, contrairement à ce qu'on imagine. C'est de poser des jugements. Le raisonnement est au service du jugement. Et ultimement, on peut dire la raison est au service de l'intelligence. Parce que justement, la raison, c'est l'intelligence en train d'exercer la troisième opération. Donc, la raison est au service de l'intelligence. Je détaillerai tout à l'heure si ça vous intéresse. Mais donc, tout est centré sur le jugement. Pourquoi? Parce que le jugement, c'est ce qui permet d'énoncer la vérité. C'est le jugement qui dit la vérité. Et le raisonnement n'est qu'au service. Donc, si tout est centré sur le jugement, c'est parce que justement le jugement énonce la vérité. Les raisonnements de saint Thomas tout à l'heure, dans l'article, ils m'intéressaient, mais vous remarquez que ce qui vous intéressait, vous, c'est de savoir si, ultimement, oui ou non, est-ce que l'ange peut mouvoir la volonté? Et donc, quand je vous demandais, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, il nous dit, l'ange meut ou pas la volonté, mais ce qui vous intéresse, c'est de savoir si oui ou non, l'ange peut mouvoir la volonté. Donc, ce qui nous montre que la finalité de tout le raisonnement, et ce qui nous intéresse, c'est bien le jugement. C'est important pour nous parce que bien souvent, par exemple, lorsqu'on se trouve ensemble, expérience très intéressante quand on trouve, je sais pas moi, une discussion à table, c'est frappant de voir comme très souvent, on discute. On discute pour discuter. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois l'expérience.
j'arrête la discussion, je dis, au fait, de quoi parle-t-on? Alors faites un jour l'expérience, je veux dire, c'est frappant. On parle, oui, on parle de politique, quoi. Oui, on parle de politique, c'est ça. Mais de quoi parle-t-on en politique? Actuellement, on est en train de parler de campagne présidentielle. De quoi parle-t-on au sujet des campagnes présidentielles? On ne sait pas. On parle. C'est très amusant. Regardez une chose, par exemple. Je pense, par exemple, pour l'apostolat, par exemple. Il arrive, qu'on se présente comme chrétien dans le milieu de travail, ou bien du genre, quelqu'un vous dit, ah, le pape, sur le Vatican, il est pourri de fric. Regardez comment ça se passe, comment on réagit. On entend le mot Vatican, et boum, ça y est, on part. De quoi on parle, on ne sait pas, on sait seulement qu'on parle du Vatican, et hop, on est parti. Moi, on parle de votre idole préférée, on parle de John Lennon, par exemple. De quoi on parle de John Lennon, je ne sais pas, mais on entend le mot John Lennon, et hop, bille en tête, on part. De quoi est-ce qu'on parle? On ne sait pas. On a vaguement entendu un concept, et on file. C'est très très intéressant, ça. Parce que l'intelligence, elle n'est pas mue par les concepts. Le mot arbre, c'est le mot arbre. D'accord, moi j'ai rien contre l'arbre. Moi, vous me dites arbre, oui, très bien. Vous me dites rouge, oui, très bien. Vous me dites l'arbre est rouge, je dis, ah non, l'arbre n'est pas rouge. Il est marron avec des feuilles vertes. Mais quand vous dites arbre est rouge, peu importe. Donc ce qui montre que l'intelligence ne peut véritablement commencer à avancer que lorsque vous posez des jugements. Et c'est très vital pour notre vie à nous d'ailleurs, c'est que ne vous engagez dans une discussion que lorsque vous voyez clairement ce que vous devez dire, ce qui est à démontrer ou à réfuter. Alors là, je vous prie de croire que c'est une rude assesse pour nos intelligences, parce que vous vous rendrez compte que c'est très rare. On avance que sur des concepts et non pas sur des jugements. Alors là, c'est un exercice très très intéressant à faire. Ça, c'est bien clair parce que c'est vital. Alors qu'on voit clairement ce que veulent dire les concepts, d'accord? Mais qu'est-ce qui est en question? Alors, exercice très important. À chaque fois qu'on parle, de quoi parle-t-on? Et justement, on va parler plus concrètement. Troisième partie, survol. Alors, pour une petite généralité, j'appelle ça la logique qui est la prose de notre raison. La prose au sens où tout le monde fait de la prose. Personne ne s'en rend compte. De même, tout le monde devrait faire de la logique et personne ne s'en rend compte. Alors, la logique nous sert en fait devrait nous servir dans trois cas importants, trois cas principaux. D'abord, on vient d'insister un peu dessus, quand nous parlons. Première chose, quand nous parlons, on l'a dit tout à l'heure, je le répète, de quoi parle-t-on? C'est la question du maréchal Foch, je crois. Souvent, quand il y avait des grandes discussions, il ne savait plus. Il arrêtait, disait, de quoi s'agit-il? Il posait très très souvent la question, de quoi s'agit-il? Ça peut être très utile quand on va décider quelque chose. Et c'est de ce point de vue-là, la logique est d'abord un instrument d'écoute de l'autre. Et un instrument de miséricorde, profondément. On est dans un monde où on s'écoute très très peu. Où on ramène les choses à soi, il m'a dit quelque chose d'intéressant, ou bien on met déjà dans une petite case, et on écoute très peu ce que l'autre veut dire. C'est très rare qu'on puisse énoncer. L'exercice qu'on a fait sur saint Thomas le montrait à l'évidence. On n'arrivait pas à dire ce qu'il voulait nous dire. Et peu importe, on sortait des trucs, alors que la rigueur, c'est je ne sais pas ce qu'il veut dire, à la limite, c'est je me tais. Bon, c'était pas le but du TD, il fallait parler. Mais, en l'occurrence, maintenant, il faut qu'on se dise une chose, si je ne sais pas ce qu'il veut dire, on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. Je vais au cinéma, j'ai pas très bien compris, je dis rien. Je sais pas. Et, ma foi, je crois que c'est davantage un signe d'intelligence que de dire tout sur tout. Deuxième utilité de la logique, c'est lorsque nous lisons. Bon, quand nous lisons, excepté la lecture du roman policier, c'est pas obligé de faire la logique lorsqu'on fait... Et encore, quand on fait un Agatha Christie, c'est bien utile. Mais donc, lorsqu'on lit, là aussi, de quoi parle-t-on? Tellement rigoureux ça. De quoi est-ce que l'on parle? Vous commencez
De quoi est-ce qu'il va me parler? Donc c'est pour ça que c'est tellement important dans un livre. Il y a deux choses importantes dans un livre. Le début et la fin. Le début, c'est l'introduction, de quoi est-ce que ça va me parler. La fin, quel est le plan? Quel est l'ordre? Très très important. J'étais frappé de voir qu'il y a quantité de gens qui achètent des livres sans regarder même la table des matières. On voit le titre, cet accrocheur. Non. De quoi est-ce que l'on parle? Et bien souvent, pour avancer dans un livre, il faut très souvent se poser la question, mais qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il l'a dit? Comment est-ce qu'il le rattache? Ça permet de faire des lectures actives. Il n'y a rien de pire dans la lecture que d'être passif. Le livre ne porte aucun profit. Ça, je vous demande de faire ça. C'est la meilleure manière pour, quand vous relirez le cours. Pourquoi est-ce qu'il raconte ça? Mais il raconte des trucs tout à fait. Oh là là, mais je suis pas du tout d'accord avec lui. Mais c'est tout à fait. Et c'est dans la mesure où vous posez des questions que vous avancez. Et puis, troisièmement, ça sert quand nous devons écrire. Ah, je dis ça pour ceux qui sont peut-être appelés à rédiger des petites feuilles de chou à droite à gauche. Avant de commencer à écrire, que vais-je écrire? Bien souvent, on a une espèce de verbomoteur, les idées se poussent les unes les autres. On commence à écrire en se disant, quand j'écris, les idées viennent. Alors, ça donne une espèce de galimatia où en effet, au fur et à mesure, les idées viennent, mais celui qui vous lit ne sait pas du tout que les idées viennent au fur et à mesure. Alors, il plonge dans une espèce de mélasse, avec joie. Là, bon, je vous dis pas que pour votre lettre du Nouvel An, il faut faire une lettre avec un plan logique, etc. Hein. Souplesse. Mais, dès qu'on fait quelque chose d'un petit peu rigoureux, c'est la constatation de tous les professeurs de français ou de philo en terminale. C'est plein d'idées, mais alors c'est complètement fouillis. C'est plein d'idées, monsieur, mais alors c'est le désordre. Alors, très rapidement, quelles sont les étapes que nous devons franchir quand nous lisons, écrivons ou parlons? Principalement quand on lit et écrit d'ailleurs. Il y a différentes étapes, surtout d'ailleurs dans la lecture. Parce que c'est principalement notre exercice. Et je vous demande d'utiliser cette grille de lecture parce que ça pourra bien vous servir. Premier temps, avant même de se demander ce que dit le texte, il est important de se rendre compte à quelle partie de nous-mêmes il s'adresse. Et ce que je dis d'ailleurs d'un texte, c'est valable pour la télévision. Avant de lire, même avant de savoir ce que dit le texte, demandons-nous, essayons de nous rendre compte à quelle partie de nous-mêmes il s'adresse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un texte peut s'adresser à 3 parties de nous-mêmes. Premièrement, l'intelligence. Premièrement, l'intelligence pour l'enseigner. Deuxièmement, la volonté. Alors si c'est la volonté, c'est pour la mouvoir, pour la pousser, alors vers le bien ou vers le mal. Il y a des textes qui sont vicieux, il y a des textes qui sont intérieurement tordus. Hein. Et troisièmement, à la sensibilité. C'est plus pour mouvoir, là c'est pour émouvoir. Par exemple, lorsque Jésus parle en parabole, c'est pas d'abord pour instruire, c'est d'abord pour montrer ce qui est bien, assez souvent, pour montrer ce qui est bien. Quand vous lisez un conte de fées, je ne pense pas que ce soit pour savoir les mœurs des fées, c'est pas vraiment pour ça, hein. C'est parce que c'est agréable, ça parle à notre sensibilité. Alors pour ça, je vous ai apporté un petit article tiré d'un journal qui s'appelle Le Canard enchaîné, que je ne lis pas habituellement. J'ai regretté d'ailleurs de financer ce journal quand je l'ai acheté, mais c'est pour vous montrer un petit exemple très intéressant du point de vue application. Alors voilà le titre de l'article, L'amas cracheur. Je vous lis l'article et je ne vous demande pas de savoir ce que dit l'article, mais à quoi s'adresse l'article. Simplement. Une interview du chanteur Serge Lama n'est pas difficile à animer. Il suffit de prononcer certains mots. Je cite, « Le mot féminisme étant lâché, il se déchaîne. » Je continue à citer, « L'émancipation les a banalisées, infériorisées, elles ont perdu leur aura et leur mystère. Avec leurs cigarettes, leurs jeans, elles ne se distinguent plus des hommes. La femme au foyer est devenue un terme péjoratif. Le taux de natalité baisse, la famille est en péril, les enfants ne sont plus élevés. La conquête de la liberté a chassé la séduction. » Fin de citation. Plus loin, Serge Lama ajoute, à propos de sa religion, je cite, « Dans les moments difficiles de ma vie, j'ai souvent crié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Fin de citation. Il s'adressait à sa cervelle, point d'interrogation. L'article est terminé.
Il s'adressait à sa cervelle pour l'interrogation. Fantastique. Bon, d'abord, si je vous posais la question, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ce serait, je pense, le désert de Gobi. Mystère. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Ce que je sais, c'est que lorsque je lis l'article, si je rentre dans l'esprit de celui qui a voulu le lire, la main, il m'énerve. Il m'énerve, la main. C'est que, il fait monter au fond de soi une espèce de colère pour celui qui accepte les schèmes sous-jacents qui sont, en l'occurrence, la main, quelqu'un qui est pour une espèce de la femme au foyer, qui en même temps est chrétien, etc. Autant de choses. Il n'a rien dit de particulier. Au niveau de l'intelligence, il m'a absolument rien annoncé. On ne sait absolument pas les raisons profondes des convictions de Serge Lama, on n'en sait rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que Lama ne correspond pas à un cadre, et le but, c'est d'exciter la colère contre Serge Lama. Vous lisez cet article-là, un article qui, au niveau intellectuel, est parfaitement vide, et ne s'adresse qu'aux passions. Donc c'est très très important de voir ça. Alors, donc la première des choses à faire, même quand on est à la télévision, on veut dire quand vous voyez un reportage sur quelque chose, à quoi s'adresse le reportage? Est-ce qu'il va me parler en profondeur pour me dire la situation de l'Afghanistan, etc. Ou est-ce qu'il veut, par exemple, voyant le reportage, m'exciter contre, je sais pas moi, contre les Moudjahidjin ou je sais pas quoi? Ou est-ce qu'il veut donc exciter mes passions sur telle ou telle chose? Est-ce qu'il, proprement, il veut m'apprendre des choses? Est-ce qu'il veut me montrer des choses bonnes à faire? Ou est-ce qu'il veut simplement me mouvoir vers le bien ou vers le mal au niveau de ma volonté ou de ma sensibilité? C'est un discernement extrêmement important. Alors, comment le faire? C'est très simple. Regardez, à la simple lecture, ce qui monte en vous. Regardez-le. Sentez-le monter et prenez du recul. Au lieu de vous laisser entraîner, il vous parle de quelque chose que vous aimez beaucoup, il en dit du mal. Au lieu d'essayer de monter comme ça, de vous énerver, prenez du recul et essayez de distinguer ce qui est domaine de l'intelligence, domaine de la volonté. C'est un exercice extrêmement important qui vous permettra de ne pas vous laisser enferrer dans quantité de discussions. Donc, lecture attentive et notez vos réactions. Ça vous aidera beaucoup. Deuxième temps. Maintenant, vous vous posez la question, que me dit le texte? Or, à la question que me dit le texte, la réponse se formule toujours sous la forme, on l'a vu, d'une problématique. Et une problématique, ça correspond à un jugement, c'est pareil, un jugement problématique, c'est pareil, c'est-à-dire la composition de deux concepts, A et B. Pour quelle raison? Parce que c'est la seule manière pour faire avancer l'intelligence, pour la mettre en face du vrai ou du faux. Je vais vous donner un exemple après, pour l'instant. Donc, toujours sous la forme d'une problématique, parce que c'est la seule manière pour mettre l'intelligence en face de la vérité. Qu'elle puisse répondre oui ou non. D'abord, parce qu'au niveau de la première opération, si je vous dis, est-ce que tournevis, c'est vrai? Ça n'a pas de sens. Donc la première opération, quand je vous donne un concept, c'est pas vrai ou faux, un concept, c'est un concept. La vérité n'intervient que lorsque je compose des concepts, lorsque je pose un jugement. Et maintenant, plus précisément, si je vous demande, est-ce que l'homme est libre et mortel? Répondez-moi par oui ou non. Vous ne pouvez pas, parce qu'il y a deux choses dans ce que je vous dis. Lorsque je vous demande, est-ce que l'homme est libre et mortel? Ça se divise en deux. Est-ce que l'homme est libre? Est-ce que l'homme est mortel? Alors, est-ce que l'homme est libre? Oui. Est-ce que l'homme est mortel? Oui. Mais c'est deux questions différentes. Ça nous montre donc bien que pour répondre, il faut distinguer et simplement poser une composition de deux concepts. L'homme, libre. Et pour avancer, il faut donc clarifier. Dans un débat quand c'est pas clair, clarifier les choses. Je ne sais pas moi, est-ce que l'euthanasie est un bien? Eh bien, c'est peut-être pas suffisamment clair pour pouvoir répondre. Que veut dire le mot bien? Et l'euthanasie aussi, qu'est-ce que ça veut dire euthanasie? Il y a plusieurs sortes d'euthanasie. Donc, avant de commencer à répondre, clarifier exactement les concepts. L'euthanasie active ou l'euthanasie passive est un bien moral, est un bien légal, est un bien, etc. Donc, deuxièmement, on vient de le dire,
deux concepts. Alors, c'est très concret. Si vous connaissez le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, ça commence par une phrase célèbre qui est « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». C'est merveilleux cette phrase-là. C'est merveilleux parce qu'en fait, dans cette phrase-là qui apparemment a l'air d'énoncer quelque chose d'extrêmement simple, de concept, il utilise le mot liberté de manière implicite dans deux sens différents. Et donc en fait cette phrase-là qui paraît extrêmement simple, extrêmement vraie, est en fait complètement mêlée, de telle manière qu'on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire et on est incapable de répondre. L'homme est né libre, c'est la liberté intérieure, partout il est dans les fers, c'est la liberté extérieure. Donc l'importance de clarifier la pensée en sachant exactement ce que l'on met sous les concepts. Et de n'avancer, de ne répondre et de s'engager dans une discussion que lorsqu'on sait exactement qu'est-ce que l'on dit, et en l'occurrence, quel est le sujet, quel est l'objet, A et B. Et troisième temps, pour terminer, il faut analyser les deux termes pour chercher ce qui est commun à ces deux termes, pour savoir si oui ou non on peut les unir. Et un exemple en sciences qui est amusant, vous savez que les alligators, on a remarqué en sciences naturelles que les alligators, les crocodiles, sont toujours près des ruisseaux et des cours d'eau. On se demandait pourquoi. Et les scientifiques ont cherché, et ils ont découvert que parce qu'ils ont une incontinence au niveau des valvules cardiaques, de telle manière que le sang a du mal à être éjecté, ils ont donc beaucoup de mal à réguler la chaleur interne. Et ont beaucoup de mal à réguler leur chaleur interne, ils ont besoin d'être toujours près d'un cours d'eau pour éventuellement refroidir. Parce que comme ils vivent dans un endroit qui sont chauds, s'ils allaient loin, ils ne pourraient pas réguler leur chaleur interne. Bon, peu importe le détail de l'histoire, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a une proposition qui n'a rien d'évident. Les alligators vivent près des fleuves. Très bien. Pour savoir pourquoi les alligators vivent près des fleuves, comment est-ce que l'on va faire pour déterminer cette proposition-là? On va trouver quelque chose qui unit les deux. Les alligators ont du mal à réguler leur température. Or, la vie près des fleuves permet de réguler la température. Donc, l'alligator vit près des fleuves. Vous avez vu comment on a procédé? On a analysé le premier terme, l'alligator. On a cherché l'alligator. L'alligator a du mal à pouvoir réguler, il a des problèmes cardiaques. Par ailleurs, on analyse la vie près des fleuves qui permet la régulation, la thermorégulation, et ultimement, on unit. Et en grec, lier une botte de foin, ça se dit syllogisme. Donc, pour conclure et pour réussir à ordonner les propositions, on fait ce qu'on appelle un syllogisme. Donc, alors on procède comme ça, et on procède toujours comme ça. Alors, exemple, on a vu tout à l'heure, quand on veut démontrer, alors, quand donc vous voulez démontrer quelque chose, eh bien, il va falloir analyser les deux termes. Si vous voulez démontrer, en effet, que l'avortement est un mal, on a déjà vu, mais pour prendre un exemple courant, l'avortement est un mal. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'un mal, qu'est-ce que c'est que l'avortement, et après ça, on unira les deux. Et quand vous parlez avec quelqu'un, il faut d'abord s'entendre sur le mal. Ça, c'est aussi une petite parenthèse, mais qui est tout à fait intéressante. Sachez que dans une proposition A et B, la plus grande lumière vient de l'objet, donc de B. Dans A et B, c'est toujours B qui est le plus universel. L'homme est libre, libre est plus universel que homme. Le chêne est rouge, il n'y a pas que le chêne qui est rouge, ou vert, ou marron, peu importe. Et donc, si on veut éclairer un problème, il faut d'abord s'intéresser, poser des questions sur le deuxième terme, le terme grand B. Très intéressant. Vous, les chrétiens, vous êtes des refoulés. Le genre de choses qu'on entend souvent. Alors aussitôt, mais les chrétiens ne sont pas des refoulés, c'est pas vrai. Les chrétiens sont ceci, sont cela. Il est beaucoup plus fort de dire, qu'est-ce que ça veut dire refoulé? Et donc de poser la question sur le terme le plus universel qui est refoulé. Parfois on me dit, saint Thomas d'Aquin est dépassé. On peut tout dire, saint Thomas, non. Pas du tout.
Ça veut dire quoi dépasser? Si je ne m'abuse, en conduite, pour dépasser, on met sa flèche, et puis on rattrape, et après ça, on dépasse. Mais qu'est-ce qui a rattrapé ça, Thomas? Parce que pour dépasser, il faut rattraper. Bon, c'est tout bête. Mais on éclaire donc en prenant le terme le plus universel qui est grand B. Et dans vos discussions, c'est extrêmement important. Jean-Paul II a un téléphone en or massif. Ah bon? Très intéressant, c'est quoi un téléphone en or massif? C'est pas possible, ça peut pas fonctionner, même physiquement, ça peut pas fonctionner de toute façon. Donc, on pose une question sur le terme le plus universel, et on s'interroge dessus, on essaie de creuser. Et c'est là qu'on a la plus grande lumière. Donc, on voit donc quels sont les trois grands termes, les trois grands temps, de la démarche logique. Premièrement, je prends la distance et je vois à quoi s'adresse le texte ou ce qui m'est dit, et moi-même je vois à quoi je m'adresse. Est-ce que je veux faire comprendre, est-ce que je vais mouvoir la volonté ou la sensibilité? Deuxième temps, de quoi s'agit-il? Et troisième temps, voyant exactement de quoi il s'agit, je vais chercher ce qui va permettre au terme d'être uni. Je vais démontrer. Et ultimement, j'arrive donc à ce qu'on appelle un syllogisme. Et pour conclure, ceci, ce que nous enseigne Aristote, c'est tout le travail de la science. La science, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est rien d'autre, comme il définit une très belle formule, qu'une connaissance certaine par les causes. Et la cause, c'est quoi? Eh bien, la cause, c'est ce qui unit les deux termes de la proposition. Comme l'homme est mortel, ce qui unit, c'est matériel, corporel. Donc la science, c'est la connaissance certaine. Et comment j'acquiers la certitude? En donnant la cause.